Allez. Carole, tu me dis du coup pour faire dérouler les slides. On peut passer à la première. Alors, c'est pour vous donner un petit peu le contexte du prêt participatif relance, parce qu'il se situe dans le dispositif gouvernemental du plan France Relance. À ce titre, donc, il peut être distribué par tous les établissements bancaires. Hein. Ce n'est pas une exclusivité Caisse d'épargne, mais du fait de nos relations avec le SCOP, je viens vous le présenter. Donc, l'objectif et la philosophie de départ, c'est de soutenir les... Alors, on va parler de PME au sens de la définition européenne du terme. Donc, en fait, à ce sens-là, les associations, les coopératives sont éligibles et sont considérées comme des PME à partir du moment où elles ont une activité commerciale, même si ce n'est pas l'ensemble de leur... elles sont considérées comme des PME. Donc, l'objectif, c'est de soutenir donc, les PME qui ont des perspectives de développement, mais dont la structure de bilan a été affaiblie en fait, par la crise. Donc, en fait, on est dans ce... Vous voyez, il y a la partie prêt participatif. On va avoir les obligations relance qui vont arriver dans un second temps. Et puis, d'un autre côté, on a des fonds labellisés relance aussi qui vont pouvoir investir. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur le prêt participatif. Donc, on a dit accompagner, renforcer les structures qui étaient saines avant la crise et qui ont pu être touchées ou diminuées ou ralenties par la crise. Donc, c'est distribué par les établissements bancaires rapidement sur la base de fonds qui ont été mis à disposition par les assureurs. Il y a à peu près 15 milliards d'euros à distribuer. On estime que ça se fera à peu près entre 7 à 10 000 prêts. Alors, pour rappel, le PGE, par exemple, c'était 700 000 entreprises et c'était un montant de 120 milliards d'euros. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans un dispositif de masse comme l'a été le PGE. On est beaucoup plus fin que ça. Mais ça peut répondre à certains de vos besoins. Marlène, si on peut passer à la suivante, s'il te plaît. Merci. Pour vous expliquer un petit peu le PPR, comment ça se situe dans un bilan, dans une structure bilancielle. Et ça, c'est très intéressant pour les structures de l'ESS, particulièrement pour les coopératives, parce que ça n'a pas d'impact sur la détention du capital ou sur la gouvernance de l'entreprise. Comparativement sur une entreprise classique où un fonds d'investissement pourrait intervenir au capital, voire même prendre le contrôle. Ce n'est pas du tout ce que vous préconisez de votre côté. Mais là, le prêt participatif n'impacte pas votre détention de capital. Donc, si on voit dans le bilan, il se situe en haut du bilan, juste en dessous des titres. Là où le PGE, on en a parlé tout à l'heure, mais c'était une dette bancaire. C'est vraiment tout en bas du bilan. Donc, ça n'a pas d'impact sur la détention ou la gouvernance et ça vous renforce la structure de bilan. Alors, un petit point de précision aussi, on pourra y revenir plus tard, mais le prêt participatif relance ne pourra pas être utilisé pour rembourser des dettes bancaires, des dettes existantes, y compris le PGE. Je dis ça parce que peut-être que dans le cadre de la crise, vous avez souscrit à des PGE et vous vous dites, avec ce PPR, je pourrais partir sur une durée un peu plus longue. Ça, ce n'est pas possible. On est vraiment dans le cadre, la philosophie, c'est le développement, la reprise, la relance. On n'est pas sur de dette existante. Armand, si vous pourriez juste couper votre micro. Armand, si vous pourriez couper votre micro. Pardon. Donc, on est sur de la dette. On n'est pas sur de la dette classique du bas du bilan. On est en quasi-fonds propres, en haut du bilan, et ça peut vous être utile à deux titres. Ça peut vous aider dans les demandes de subventions que vous pouvez faire parce qu'elles sont parfois en fonction des fonds propres, ou alors ça peut vous être utile en tant qu'effet de levier pour aller chercher de la dette classique. Voilà. Si on peut passer ensuite sur la partie éligibilité, Marlène, s'il te plaît. Voilà. Alors, les critères d'éligibilité, alors, ils ont été négociés entre l'État, le fonds des assureurs qui met à disposition les fonds et les établissements bancaires.
Donc, je vous prie de croire que ça n'a pas été une mince affaire de se concerter. Par ailleurs, il y a toujours des discussions qui sont en cours. Les établissements bancaires aimeraient assouplir certains critères qu'on juge trop restrictifs. Ce qu'on craint, c'est que le PPR passe à côté du sujet et de la philosophie initiale en étant trop restrictif. Mais bon, voilà, il y a toujours des discussions en cours entre l'État et les assureurs. Moi, je vous parle donc des chiffres qui sont valables à ce jour. Et il est possible qu'il y ait des évolutions qui soient annoncées prochainement et on avisera à ce moment-là. Donc, on parle d'une ETI ou d'une PME, toujours dans le sens européen, donc les coopératives sont éligibles. Sur la base d'un chiffre d'affaires de 2019, qui était donc non impacté par la crise Covid, et qui avait un chiffre d'affaires entre 2 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros. Donc, c'est là où nous, on trouve cette partie-là déjà un peu trop restrictive. On a un double critère de notation. Il faut que les entreprises soient éligibles avec une note Banque de France 5+ minimum, ou X0 pour celles qui ne sont pas notées. Et il faut avoir aussi une notation interne à chaque établissement bancaire qui équivaut à du double B-. Donc ça, cette partie, elle est à vérifier avec votre établissement bancaire, votre chargé d'affaires. Les holdings, les SCI sont exclus du dispositif. Pardon, il y a une question? Non. Non, je crois que c'est un peu parasite. D'accord, ok. Et si on peut passer à la slide suivante, comme ça on aura un tableau qui va comparer en fait le prêt classique, le PGE et le PPR. Donc sur les clients éligibles, donc on a, selon la politique de risque et les stratégies entre les établissements, on peut avoir toutes sortes de clients qui soient éligibles. Le PGE, on était sur des PME ETI, donc au sens du droit communautaire européen, et idem pour le PPR, mais avec le critère quand même de restriction sur le chiffre d'affaires. L'objet du financement pour un prêt classique, ça va être tout type de financement. Sur un PGE, c'était un crédit de trésorerie qui était destiné à couvrir une baisse d'activité. Donc, ça ne pouvait pas être utilisé pour apurer les lignes court terme qui étaient en cours. Et puis, sur les crédits sur le PPR, on est sur du crédit d'investissement plutôt long terme qui vient renforcer la structure du bilan pour vous permettre de développer vos capacités d'investissement. Et on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas l'utiliser pour rembourser les dettes en cours, y compris le PGE. Les montants éligibles sur un prêt classique, ça va être en fonction de la capacité de remboursement de l'entreprise et l'encours déjà détenu dans l'établissement. Pour le PGE, il y avait un montant éligible qui était 25% du chiffre d'affaires 2019. Et sur le PPR, ça se corse un petit peu dans les calculs parce que, une PME, elle a le droit à 12,5% de son chiffre d'affaires hors taxe 2019, dans la limite que le PGE plus le PPR soit inférieur à 25% du chiffre d'affaires. Donc, si on a consommé la totalité de son enveloppe PGE à 25%, on a 3 critères cumulatifs qui peuvent nous faire dépasser ce critère des 25%. Et dans ce cas-là, on n'aura le droit qu'à 10% et non plus 12,5%. Voilà. Donc ça, c'est des calculs à faire avec votre chargé d'affaires pour savoir ce qui pourrait vous rendre éligible. Si on parle de durée de profit d'amortissement, sur un prêt classique, ça va être en fonction de l'objet du financement. On peut faire de l'amortissement linéaire, progressif, avec ou sans phase de différé. Sur le PGE, on était jusqu'à 6 ans, avec 1 an de phase de différé en capital et plus intérêt. Et on pouvait commencer à rembourser à partir de la fin de la première phase ou reprendre une mise en amortissement qui pouvait aller jusqu'à 5 ans. Et dans la phase d'amortissement, on pouvait avoir un différé supplémentaire d'1 an. Voilà. Donc, on pouvait en fait rembourser sur 4 ans avec 2 ans de décalage. Sur le PPR, on est sur 8 ans avec un différé d'amortissement obligatoire de 4 ans. On peut rien faire avant les 4 ans. Sur la tarification, sur un prêt classique, ça va dépendre des grilles de taux de chaque établissement. Ça va être fonction de la durée du financement, de l'objet du financement et puis de la notation du client.
Sur un PGE, c'était un taux unique la première année pour tous les établissements bancaires. C'était uniquement le coût de la garantie de l'État, qui était donc de 0,25 si on était une PME. Sur la phase d'amortissement, chaque établissement bancaire a pu proposer son propre taux. Et donc, nous, Caisse d'Épargne, on a choisi de s'aligner sur tout le groupe BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, y compris le crédit coopératif, pour inclure un coût de la garantie de l'État. Et c'était variable en fonction de la maturité de l'amortissement entre 0,7 et 2,07%, selon les durées qui étaient choisies de 1 an d'amortissement à 5 ans. Sur le PPR, on est sur une tarification à un taux unique pour le groupe BPCE, qui est donc de 4,10%, qui comprend le coût de la garantie, et ce, quel que soit le profil de l'entreprise. Si on regarde les garanties qui peuvent être associées à ces crédits, le prêt classique, il n'y a pas forcément de garantie de l'État. Le PGE, il était garanti à hauteur de 90%, avec un coût de la garantie, on l'a vu, entre 0,25 et 0,50 sur la phase boulette et de 0,50 à 1% sur la phase d'amortissement. Sur le PPR, on est à 90% du PPR qui soit cédé à un fonds de place. Donc, ce fonds de place bénéficie de 30% de garantie de l'État. Et au niveau de l'établissement bancaire, nous, on est garanti à 90%. Et donc, il y a un coût de la garantie de 0,90 pour les PME. Le remboursement anticipé, alors si on est sur un prêt classique, il est possible à tout moment, sous les conditions tarifaires contractuelles de votre établissement. Le PGE, c'est possible pendant la phase d'amortissement. Il y a des conditions tarifaires. Et le PPR, c'est possible en totalité, mais pas en partie. Il faut soit tout rembourser, soit le conserver, après la période de différent capital des 4 ans. C'est-à-dire que pendant les 4 premières années, on ne peut vraiment pas y toucher. Les autres garanties autres que l'État, on peut prendre tout type de garantie sur un prêt classique. Ça peut être un nantissement de matériel, une hypothèque. Ça va être fonction du risque et de l'objet du financement. Sur le PGE et sur le PPR, il n'y a pas d'autres garanties demandées. Aucun établissement ne vous demandera une autre garantie à part le PGE et le PPR, puisqu'on a déjà énormément de garanties par le biais de l'État. La comptabilisation, on l'a vu tout à l'heure, mais le prêt classique et le PGE, c'est de la dette classique, et le PPR, c'est une dette subordonnée, c'est-à-dire qu'elle viendra en remboursement après les dettes classiques. Et donc, dans les périodes de commercialisation, le PPR s'arrête au 31 décembre 2021, le PGE, au 31 décembre 2021, et le PPR s'arrêtera au 30 juin 2022. Voilà. Après, je vous avais mis quelques petites questions, foire aux questions, mais sur la slide suivante. Mais je ne sais pas si là, d'ores et déjà, vous avez des premières remarques. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, j'ai vu pendant ta présentation, il y a Julien Bonnet qui nous a rejoint, donc de la SCOP Chambre-Occitan. Voilà, bonjour Julien. Bonjour, on a été en contact, on est en contact, je crois. Bonjour, oui. Est-ce que vous avez des questions du coup sur la première présentation? Non, bon, Carole, peut-être Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, on a juste dans des petites questions qui reviennent souvent. Donc, on le précise, le PPR, ça ne modifie pas la structure de gouvernance. Ça fait rentrer personne au capital, donc c'est particulièrement intéressant pour vous. C'est aujourd'hui le seul crédit de cette nature qui a une phase de différé d'amortissement en capital qui soit aussi longue, 4 ans. Ça va limiter l'impact que porte cet endettement au niveau de la Banque de France. L'avantage de la sortie du PPR, c'est que ça se fait pas par remboursement ça se fait par un remboursement d'un crédit. On n'est pas sur une valorisation d'entreprise. Donc, il y a beaucoup moins de contraintes, il n'y a pas de covenant financier, il n'y a pas de surveillance de la rentabilité maximale et on sait exactement à quel prix on va sortir à la fin. Il n'y a pas de garantie demandée supplémentaire pour les entreprises inférieures à 10 millions d'euros, on l'a vu. Donc, ça va vous permettre de renforcer la structure bilancielle et de financer vos investissements, vos développements. Et c'est un coût un peu moindre que des produits classiques de haut de bilan avec des investisseurs externes.
Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je le redis, il y a des critères qui sont un peu restrictifs au niveau des contraintes imposées par l'État et par le Fonds des assureurs. Au niveau du groupe BPCE en Occitanie, donc les caisses d'épargne et les banques populaires, on est en train de travailler à sortir des prêts participatifs qui nous soient propres et qui soient moins contraignants. Parce qu'il y a nombre de nos clients qui ne rentrent pas dans ces critères qu'on vient de vous présenter et qu'on souhaiterait pour autant accompagner. Et donc, on travaille à l'élaboration de ce prêt participatif qui sortira prochainement et qui n'aura pas d'ailleurs le critère minimal du chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Donc, on sera un peu plus flexible sur l'octroi de ce crédit-là. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces sujets, à nous ressolliciter et on reviendra vers vous dès qu'on aura le dispositif à disposition. Pour ma part, c'est fini. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, ou alors soit la mettre dans le chat, soit intervenir. C'était très clair, moi, je n'ai pas de questions. Merci. Je vais prendre la suite. Donc, vous avez sur la slide suivante Ah, pardon, Armand. Oui, pardon, c'était juste une appréciation et dire qu'en fin de compte, je suis tout à fait d'accord pour mentionner que c'est un peu restrictif à mon avis, parce que une grande partie des entreprises régionales, enfin même locales, n'atteignent pas ces chiffres d'affaires-là. Donc c'est dommage. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que du coup, on réfléchit à des solutions à proposer, nous, de notre côté. Mais ces critères-là nous ont été imposés par le Fonds des assureurs. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui est moins de masse que ne l'a été le PGE. On est bien d'accord. À l'occasion, effectivement, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, dès qu'on aura notre dispositif en interne, je pourrais revenir vers vous et en parler. Oui, tout à fait. Oui, là, je suis tout à fait d'accord. Super. Bon, ça va faire une belle transition du coup avec le PPRES. Donc, vous avez dans la présentation les coordonnées de Carole. On vous enverra par la suite cette présentation. Donc, je prends la suite pour vous présenter donc le PPRES, donc prêt participatif de relance, d'entraide et de solidarité, qui a été créé par le mouvement coopératif. Justement, l'objectif du PPRES, c'est de reprendre les intentions et certaines caractéristiques du PPR, mais en l'adaptant à la typologie de nos adhérents. Voilà. Donc, on est, nous aussi, également sur un objectif de financer des entreprises coopératives qui auraient été impactées par la crise sanitaire et qui auraient du coup repoussé un projet de développement. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette même philosophie de financer la relance, le développement. Donc, après, il y a différentes manières de caractériser un projet de développement. Mais voilà, globalement, on est sur des investissements, de la R&D, une croissance du chiffre d'affaires, développement d'un nouveau service, etc., etc. Donc, ça, pour la qualification de votre projet de développement, vous le travaillerez avec votre délégué à l'Union régionale. L'objectif, comme le PPR, c'est de renforcer la capacité d'endettement de l'entreprise sans venir déstructurer, bien évidemment, le sociétariat, ce qui est d'autant plus important en société coopérative. Ensuite, donc, si je rentre dans le détail des critères du prêt participatif relance, entraide et solidarité, donc le PPRES, alors en fait, c'est pour ceux qui connaissent un peu les outils financiers du mouvement, on est toujours sur un prêt participatif, donc c'est toujours le fonds Socoden, mais auquel on a modifié pour lequel on a modifié certains critères. Donc, on est resté sur une durée de 8 ans avec 4 ans de différé, donc comme le prêt, comme le PPR des banques. Donc, il est comptabilisé comme du quasi-fonds propre. Au niveau du taux, donc Carole, tu nous as dit pour la caisse d'épargne, c'était 4,10. Donc, nous, on est parti sur 3%.
pour le mouvement. Au niveau des montants minimum et maximum, donc nous, on va intervenir entre 20 000 et 500 000 euros. Et voilà, la grosse différence là où vraiment le mouvement a essayé de s'adapter à la typologie de ses adhérents, c'est qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum. Voilà. Donc, vous pouvez, sans chiffre d'affaires minimum, faire une demande de PPRES à condition, bien évidemment, que vous répondiez aux autres critères. Donc, on l'a dit déjà, avoir un projet de développement. Au niveau du montant du prêt, il faut que ça représente alors, soit 20% du chiffre d'affaires, soit 100% de la masse salariale. Donc là, pareil, on va retenir le montant qui est le plus avantageux pour la SCOP entre ces deux notions-là. Et après, voilà, il y a des conditions qui sont liées à la structure financière et la capacité d'endettement de l'entreprise. Donc, il faut que, déjà, oui, que l'entreprise ait au minimum 3 ans d'ancienneté et que ses fonds propres représentent au minimum 20% de son endettement après financement. Ouais. Sur la période de commercialisation, on est resté sur le même calendrier que le PPR classique. Donc, cet outil, le PPRES, est à ta disposition de nos coopératives adhérentes jusqu'au 30 juin 2022. Donc, comme je vous le disais en introduction, les outils financiers du mouvement sont gérés au niveau national par la Confédération générale des SCOP et des SIC et chaque région a un comité d'engagement financier qui instruit les dossiers. Et donc, on a une délégation, nous, au niveau régional, jusqu'à 100 000 euros. Au-delà de 100 000 euros, il y a une prévalidation au régional et ensuite le dossier est étudié au national. Voilà. Après, au niveau des outils, on reste sur les mêmes outils et le même process que pour les outils classiques du mouvement, donc Socoden, le prêt participatif. Vous avez aussi du prêt participatif bonifié pour les entreprises plus anciennes. On a toujours notre outil de garantie Sophiscope et notre outil de titre participatif Scope Invest. Voilà. Donc, pour l'ensemble de ces outils, le process c'est le même. Vous vous mettez en relation avec votre délégué qui vous accompagne à l'union régionale. Vous montez ensemble un dossier qui est étudié ensuite donc, en comité d'engagement. Et ensuite, voilà, en fonction des montants sollicités et de l'engagement en cours, soit le dossier passe uniquement en régional, soit ensuite il passe au niveau national. Voilà, on est exactement sur le même process. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil-là? Oui, juste une question en fait en termes de remboursement. On est plutôt sur un même type de remboursement que le titre participatif ou est-ce que c'est un prêt classique? Alors non, c'est un prêt quand même. C'est un prêt avec donc sur 8 ans avec un différé de remboursement de capital de 4 ans. Voilà, donc là, là-dessus, c'est le même caractéristique que le PPR classique. Là où effectivement le titre participatif est bloqué pendant 7 ans minimum. Et ensuite, le remboursement se fait à partir de 7 ans et à l'initiative de la SCOP, de la SIC, qui est détentrice des titres participatifs. Voilà. Donc là, effectivement, on est plus sur une typologie de prêt participatif que de titre participatif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait les 4 ans les 4 ans, on rembourse le capital plus intérêt tous les mois. C'est ça. Alors, nous, c'est par trimestre, mais oui, globalement. Oui, enfin oui, d'accord. Oui, Okay. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, peut-être ce que je vous propose, c'est qu'on coupe maintenant l'enregistrement. Et comme ça, après, on pourra passer, il nous reste 20 minutes, comme ça, on pourra peut-être échanger davantage sur vos projets et sur vos besoins de financement de vos coopératives.